Sans aucune surprise, Vladimir Poutine vient de remporter un référendum constitutionnel ouvrant la voie à son maintien au pouvoir russe jusqu'en 2036. Au-delà de ce résultat, a-t-il réellement l'intention de demeurer à la tête du pays ? La crise creusera-t-elle la vulnérabilité de l'économie russe ? Réponse avec des spécialistes. Géopolitique, le débat, Marie-France Chatin. Samedi, à partir de 18h40 TU. RFI. Radio Foot International, Annie Gasnier. Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous de ce Café des Sports de Radio Foot International. En cette fin de semaine, vous pouvez avoir non seulement la version audio dans vos postes radio, mais aussi la version vidéo, la version Facebook Live aujourd'hui. Et tout de suite, je vous présente les invités qui m'accompagnent dans ce grand et beau studio de RFI. Rémi Ngono est là. Alors là, il est venu, il s'est déplacé. Bonjour Rémi Ngono. Oh, bonjour Annie. Vous n'avez pas manqué le rendez-vous cette fois? Je nage dans un aquarium de bonheur. Ce n'est plus avec les dauphins artificiels de mon domicile. Là, vous êtes en personne, en présentiel, comme le veut le terme du moment. Xavier Barré n'est pas là, nous l'avions déjà dit, il était là hier. Mais par contre, Philippe Doucet se prêtera à l'exercice de punching contre Rémi Ngono. Bonjour Philippe Doucet. Avec plaisir. Merci Madame Annie. Et puis Alejandro Valente, évidemment, le jefe est là aussi. Bonjour Alejandro. Bonjour Annie, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, dans nos débats, nous évoquerons la Ligue des Champions, bien sûr, et ce PSG chanceux. Peut-être, enfin, nous allons le voir. Les Parisiens joueront face à une déesse débutante en quart de finale de la Ligue des Champions, l'Atalanta de Bergame. Le tirage au sort a placé Neymar et ses camarades avec d'autres outsiders sur le chemin de la finale, alors qu'en face se retrouveront les vainqueurs de 26 Coupes d'Europe. Affiches et commentaires tout de suite dans Radio Foot, dans le Café des Sports. Zidane et CR7 sur la Canebière, c'est le doux rêve de l'homme d'affaires qui veut racheter l'OM et sans doute séduire les supporters de Marseille. Mais Franck McCourt le fait redire, l'OM n'est pas à vendre. Vraiment, c'est la question qu'on se posera. Un éléphant à Copacabana, Salomon Kalou endossera à Camisa 8 le maillot numéro 8 de Botafogo à Rio de Janeiro, le club du légendaire Garrincha. 2 saisons de contrat pour l'international ivoirien qui n'a pas peur du coronavirus et jouera donc le championnat brésilien jusqu'à la fin de 2021. Le Café des Sports, les débats sont ouverts. Quarter final 4, of course, Atalanta or Paris Saint-Germain will be opposed to Leipzig or Atlético de Madrid. Une formule inédite et une chance peut-être inédite pour le Paris Saint-Germain en quart de finale de la Ligue des Champions. Le mercredi 12 août, dans l'Estadio da Luz de Lisbonne, les hommes de Thomas Tuchel joueront leur avenir dans cette compétition en 90 minutes et face à un club débutant sur la scène européenne. PSG-Atalanta Bergame, une affiche inédite à plusieurs titres et qui, en cas de victoire, pourrait bien mener le club parisien face à des adversaires qui n'ont jamais remporté la coupe aux grandes oreilles. Le PSG a-t-il de la chance de tomber sur l'Atalanta ? Écoutons tout de suite l'entraîneur Thomas Tuchel qui, évidemment, se montre méfiant. Bergame, c'est une équipe très spectaculaire, très très fort offensivement. C'est pas une équipe vraiment italienne. Il joue toujours pour faire beaucoup de buts. Il marque un contre un dans tout le terrain. Mais maintenant, c'est le défi pour être préparé, pour préparer très bien, sérieux. Ça va être un match très serré et très dur, mais nous sommes là pour gagner. Nous sommes là pour gagner, évidemment. Philippe Doucet, est-ce que c'était un des adversaires dont pouvait rêver le Paris Saint-Germain à ce stade de la compétition ? Dans un contexte ordinaire, j'aurais dit oui. C'était un contexte ordinaire, match aller-retour,
tout organisé comme d'habitude et autres, oui, bien sûr, je pense que l'Atalanta aurait fait partie des 2-3 adversaires que le PSG aurait préféré rencontrer. Maintenant, là, je crois qu'on est dans une inconnue totale. C'est-à-dire que c'est une Ligue des Champions complètement atypique. Il va y avoir un tournoi, il va y avoir des tirs au but dans tous les sens. Ça va se jouer sur quelques détails. Et dans ce cadre-là, même des Leipzig ou Atalanta peuvent être des adversaires peut-être plus redoutables ponctuellement qu'un grand nom comme les aiment le Refe, le Barça ou autre. Je veux dire, sur un match, la possibilité est extraordinairement ouverte. Alors évidemment, quand on regarde le tableau, c'est très spectaculaire. Le Refe a calculé, c'est 0 Coupe d'Europe d'un côté. Oui, 26 de l'autre. 26 de l'autre, oui, quand même. Mais bon, ils n'y sont pas encore qualifiés en quart de finale. Non, puis il ne faut pas perdre. Hein. Quand on a un tableau comme ça, exactement. Perdre contre l'Atalanta serait dramatique. Rémi, est-ce que pour vous, PSG-Atalanta, c'est une affiche équilibrée? C'est une affiche qui peut donner une chance supplémentaire cette fois au Paris Saint-Germain? Je crois que chaque fois, nous sommes toujours là en train de rêver d'un Paris et rêvons grand, sauf que ça tourne souvent au cauchemar. Je devrais quand même vous rappeler qu'en 2014 déjà, moi j'avais vu comment est-ce que le journal L'Équipe avait titré si c'était la bonne année. Et bien sûr que c'était le 17 Est-ce qu'il y a une année, septembre. Est-ce qu'il y a une année où l'équipe ne l'a pas titré? mais sauf que cette année-là, il y avait quand même Zlatan qui était très fort, et il y avait quand même Cavani qui était fort, il y avait Thiago Silva qui était encore jeune, il y avait bien sûr pas mal de gens, il y avait même les Maxwell. Mais sauf que lorsque je les ai vus dans un tournoi et dans un match contre l'Ajax Amsterdam, qui bien évidemment sont aussi qualifiés difficilement, ça a été hyper compliqué parce que d'ailleurs ils avaient fait presque un but partout et d'ailleurs le PSG avait été sauvé à la dernière minute avec 7 tirs sur le poteau. Maintenant, lorsque j'essaie de regarder Atalanta-Bergame, je me dis, c'est une équipe joueuse. Oui, on va y venir à devant les équipes joueuses, spécialement. est-ce que le Paris Saint-Germain a toutes les capacités? Sur le papier, oui, mais en réalité, c'est une équipe du Paris Saint-Germain qui déçoit souvent. Alejandro Valente, on sait que le président de ce club a mis un peu la pression sur le Paris Saint-Germain en confiant que, en gros, l'entraîneur Gasparini s'est dit avant le tirage au sort, si c'est le Paris Saint-Germain, en gros, c'est bon pour nous. Ça veut dire quoi? Que la pression est sur le Paris Saint-Germain ou pas? Je pense que chacun a fait ses calculs et évidemment, du côté parisien, on a quand même le souvenir de tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Mauvais souvenirs, vous voulez dire. Voilà, les mauvais souvenirs de Barcelone, de Manchester United, du Real Madrid, etc. Donc, le fait de tomber contre une équipe qui est novice, même si c'est une très bonne équipe, sinon elle ne serait pas là, c'est déjà une bonne nouvelle. On ne va pas ajouter un nouveau chapitre à ces contre-performances face à des cadors européens. Là, on est face à une équipe qui n'est pas favorite, donc ça met un peu plus de pression du côté du PSG. Mais d'un autre côté, c'est une bonne nouvelle. Et du côté de l'Atalanta aussi, on avait fait des calculs. Et je pense que dans ces calculs, ce n'est pas une surprise. Tout le monde rêvait de Leipzig ou si on ne tombait pas sur Leipzig, au moins essayer de tomber plutôt sur le PSG ou l'Atlético que sur Barcelone ou City ou la Juventus, qui sont des équipes qui ne sont pas encore qualifiées, mais qui pourraient l'être éventuellement. Dans l'effectif, ce qui est peut-être gênant pour le Paris Saint-Germain, Philippe Doucet, c'est qu'on sait que Cavani ne sera pas là. Il était en fin de contrat le 30 juin, il n'a pas été rénové ou n'a pas voulu rester. C'est selon les versions, alors que par exemple Thiago Silva, le capitaine, sera là. Oui, tous les clubs vont avoir la même problématique, c'est-à-dire avec des joueurs qui peut-être l'année prochaine ne seront plus là, qui s'interrogent éventuellement, qui peut-être au bout d'un match... Sauf que les autres ont des championnats et du coup c'est un peu différent pour les fins de contrat. Aujourd'hui, ils jouent le championnat, mais peut-être que quand ils vont arriver à Lisbonne et que tout d'un coup ils auront en même temps des propositions parce que le mercato démarrera, je pense que le mercato peut troubler tout le monde parce on n'a jamais vu ça. On va jouer la compétition au mois d'août déjà, sans aller-retour, dans des stades vides et avec un mercato actif, puisque le mercato va démarrer à peu près à ce moment-là.
C'est-à-dire que la fin des championnats va acter le départ des mercatos. Donc on va avoir des choses très très particulières. Et effectivement, là, on sait que déjà que Cavani ne jouera pas, mais si ça se trouve, il y a d'autres joueurs qui, en cours de route, diront « Ah, attendez, finalement, je ne vais pas à Lisbonne parce que j'ai un contact là-bas, il faut que je parte. » Voilà. Tout est imaginable. Déjà, il y a eu le cas du Leipzig avec Timo Werner, qui est parti et qui ne sera pas là, et qui a rejoint Chelsea et ne sera pas là non plus. Ouais, qui va beaucoup gêner, en tout cas, certainement Leipzig. Non, ça c'est sûr. Ce serait trop simple. En tout cas, cet adversaire italien, arrêtons-nous sur lui. C'est un débutant en Ligue européenne, mais c'est une équipe qui a tout d'un épouvantail. Pallone sul primo palo, gol! Rete! Il raddoppio dell'Atalanta! Pasalic. Il raddoppio dell'Atalanta di Pasalic, sono Errato, 2-0. Attenzione Ilicic, incredibile! 4 gol di Ilicic! Atalanta in vantaggio per 4-3 a Valencia e poker storico, impressionnante, pazzesco! Des matchs épiques pour cette DS Atalanta, la DA comme on l'appelle en Italie, qui a passé avec facilité les huitièmes de finale en inscrivant 8 buts à Valence. Bon, en encaissant 4, mais c'est justement le style très particulier de cette équipe flamboyante, une armada offensive. Mais les Parisiens seront prêts, assure le capitaine Thiago Silva. Ils ont mérité d'être là en quatrième de finale. Bien sûr que c'est une équipe qui propose beaucoup de difficultés. Ils ont le meilleur buteur de Ligue des Champions, si je ne me trompe pas. Les 3 devant, ils vont très très vite. Bien sûr que je vais avoir beaucoup de difficultés, mais je pense qu'il va être un match ouvert parce qu'ils jouent bien au ballon et nous aussi. Je crois qu'on va être à haut niveau, surtout avec des joueurs de qualité qu'on a. Mais si tu ne travailles pas, c'est difficile. Alors, ils auront travaillé sans doute, mais Alejandro, est-ce que cette armada offensive qu'on a en face, je pense à Zapata, à Muriel, à Ilicic aussi, qui a dans ce huitième de finale été très, très impressionnant, est-ce que le PSG doit avoir peur ? Je ne crois pas qu'il puisse avoir peur. Après, plus qu'une armada, pour moi, c'est comme la Légion étrangère, cette équipe. C'est-à-dire on a beaucoup de noms venus un peu partout, de tous les continents. Des noms pas très PSG connus aussi, quand même en début de saison. En début de saison, peu de gens auraient été capables d'identifier les joueurs qui évoluent là-bas. On dit que c'est le collectif qui est l'armada. C'est un collectif assez impressionnant et on voit la patte de Gasperini qui quand même a fait un travail assez fantastique. Ça fait 3 saisons que ça marche. Alors, à des degrés moins importants que pas celui-là, mais ils ont fait 7e, 6e et 4e, je crois. C'est une équipe qui est sur une série de 12 victoires d'affilée. Leur dernière défaite remonte au mois de janvier. Bon, il y a eu cette interruption, évidemment, mais c'est une équipe qui est assez impressionnante. Après, la difficulté, ça peut être d'être en forme peut-être un peu trop tôt. Là, on sent qu'ils sont vraiment en plein régime. Est-ce que ce sera encore le cas dans un mois ? Ça, on ne peut pas le savoir. Comment pourront-ils gérer éventuellement d'éventuelles blessures ou d'éventuelles méformes de certains de leurs joueurs ? C'est toute l'interrogation autour de cette équipe d'Atalanta. Alors justement, on va l'écouter, Gasperini, parce que l'entraîneur de cette équipe, ils sont en train de jouer actuellement le championnat, la Serie A. Alors on parle beaucoup évidemment de la Juve et de la Lazio, mais alors que la Lazio a un petit coup de moins bien, eux, ils sont montés sur la 3e marche parce que l'Inter n'allait pas très bien. Et finalement, cette équipe, elle hésite entre se préparer pour la Ligue des Champions ou essayer d'accrocher la 2e place. Ce match à la Juventus sera pour moi avant tout un test en prévision de la Ligue des Champions. Ça nous permettra de voir comment nous adapter et nous préparer face à une équipe qui a les moyens et l'ambition d'un potentiel vainqueur de la Coupe d'Europe. Pour moi, cet aspect est l'essentiel, car la Juve est déjà virtuellement championne de Serie A. Je me concentre donc pour comment l'affronter et avec quels joueurs, sachant que derrière, il y aura un match contre Brescia très important pour nous, car il pourrait nous permettre d'assurer définitivement notre place en Ligue des Champions la saison prochaine. Sans doute rien de mieux que jouer la Juve ce week-end pour se préparer en vue de cette Ligue des Champions. En tout cas, Philippe, c'est vrai que c'est une équipe qui est impressionnante, qui fait aussi des retournements de situation parfois et qui donne comme un allant énorme. C'est surtout pas du football italien, on dirait. La fraîcheur, de l'allant, de la fraîcheur. Et puis le football italien, vous savez, on en parle de manière un petit peu caricaturale, en utilisant beaucoup de clichés.
Mais je pense que des équipes comme la Lazio et l'Atalanta, j'ai peur qu'on n'en trouve pas en Ligue 1. Hein. Des équipes qui sont à la fois offensives, joueuses, intéressantes, sans avoir des cadors, des joueurs exceptionnels comme le Paris Saint-Germain. Il n'y a rien de comparable en termes d'individualité. Donc je pense qu'il faut être ouvert, il faut regarder ce campionato, ce calcio un petit peu différemment et se dire que oui, bien évidemment, il y a des équipes en Italie qui jouent beaucoup plus que des équipes même allemandes. Hein. Et le football est ouvert, heureusement. Rémi, face à cette armada, quand même, il y aura Neymar hein, dans l'équipe du Paris Saint-Germain. On a aussi un certain Kylian Mbappé, dont David Trezeguet a déclaré Mbappé, c'est un mélange de Cristiano Ronaldo et Léo Messi, mais avec une technique supérieure à Cristiano, avec un physique incroyable. Et il ne faut pas oublier qu'il est très jeune. Il a 21 ans, hein, il a 21 ans. Rémi Ngono, c'est un mélange de Michel Platini avec Pelé plus Cristiano Ronaldo. C'est bien, les déclarations. Moi, je trouve que la comparaison est plus proche de Rémi Ngono que de Kylian Mbappé. Voilà. Donc, si on entend... Mais vous savez, cette équipe a déjà joué contre des équipes qui ont menacé le Paris Saint-Germain. Par exemple, ils ont quand même joué contre Naples. Hein. Et contre Naples, ils ont donné 2-0. Et je vais quand même vous rappeler qu'une équipe comme le Milan AC qui se porte actuellement très très bien, après une manita, 5-0 face à eux, ils ont donné à Udinese 7. Ils ont donné à... Donc, pour vous dire, même la Lazio, qui était supposée vraiment rivaliser avec la Juve, ils ont donné 3-2 à la Juve. Donc, à une certaine période, je crois que beaucoup de gens sont en train de surestimer parfois le Paris Saint-Germain. Et en même temps, c'est vrai que c'est une équipe qui a des lacunes au niveau de la défense, mais tellement elle va vite. Et avec Lilic, qui d'ailleurs est le meilleur buteur actuellement, comme on le dit, avec 5 buts, sans pour autant oublier, comme vous avez cité, Zapata. C'est une équipe qui, organisée dans ces 3-4-2-1, peut faire mal à n'importe quel adversaire. Donc pour moi, il y a un proverbe américain qui dit « Il ne faut jamais mettre l'oiseau dans la broche tant qu'il vole encore ». Annie, il y a des internautes qui se posent des questions là. Il y a en attendant Rémi, il découvre notre studio et il demande, il y a Saint-Gilles Rodman par exemple, pourquoi Rémi Ngono est isolé? Est-ce qu'il est en quarantaine ou quoi? Non, il faut juste leur dire qu'il y a une certaine répartition autour de la table en fonction des caméras. C'est aussi simple que ça. Il faut juste leur dire que en fait, ici, il y a Black Laurent, Zembla, et là-bas, tous contre moi. Faut pas croire ça, pas moi, Rémi. Rémi n'est pas fréquentable, c'est bien connu. Voilà. Philippe Doucet, une chose quand même, cette équipe, on l'a beaucoup raconté pendant le confinement, la ville de Bergame a été particulièrement touchée. On se souvient, et on en a parlé aussi, de ce match qui traumatise même l'UEFA à San Siro entre l'Atalanta et Valence, où il y a eu, après ça, beaucoup de cas de coronavirus. Est-ce que ça peut donner du cœur en plus à cette équipe qui veut dédier ses victoires, qu'il l'a déjà fait, à la population de Bergame et qui ouvertement dit nous on est là par hasard peut-être, mais on ira jusqu'au bout? Il y a indiscutablement dans le parcours de cette équipe une dimension émotionnel, effectivement, qui dépasse le simple football. On sent qu'il y a quelque chose qui porte l'Atalanta. Alors, on l'attribuait jusqu'alors au personnage Gasperini, qui est un entraîneur particulier, qui a trouvé pas la fin de sa carrière, mais enfin sur un âge relativement avancé, qui a tout d'un coup trouvé une inspiration et une nouvelle vitalité, nouveau style, une nouvelle vitalité. Et effectivement, il faut peut-être aller chercher ailleurs. Dans la dernière partie, là, depuis que leur place en Ligue des Champions, elle est quasi assurée, il pourrait être un peu plus pour l'année prochaine. En roue libre, oui, pour l'année prochaine. Il pourrait être un peu plus en roue libre, en attente de la suite. Là, on sent effectivement une dimension émotionnelle qui est sans doute évidemment liée à la crise qui a touché Bergame très très particulièrement. Il y a probablement de cela. Après, est-ce que c'est ça qui vous fait gagner ça, en général, vous savez, dans les documentaires, c'est les histoires qu'on raconte après. Il y a aussi... Parce qu'on ne fait pas un documentaire sur une équipe qui prend 5-2 en quart de finale. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il faut quand Donc même on raconte après que quand ils ont gagné, on raconte tout d'un coup, mais oui, bien évidemment, ils ont été submergés, bien sûr. Non, mais il faut se dire que c'est une équipe quand même qui arrive là comme l'Ajax de la saison dernière, parce qu'il faut quand même se dire qu'ils se sont qualifiés in extremis en passant par les barrages.
C'est-à-dire, ils perdent les 3 premiers matchs et finalement, ils s'accrochent à nul, 2 victoires et puis ils viennent là. Et c'est ce qui s'est passé. On a vu finalement l'Ajax qui a réussi à éliminer le tenant du titre, Real Madrid. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire très attention avec ces seconds couteaux qui arrivent comme ça et qui, de façon surprenante, peuvent bien sûr mettre les cadors. Et encore que le Paris Saint-Germain, ce n'est pas un cador, c'est un conglomérat de stars qui ne parviennent pas encore à prouver quoi que ce soit. Alejandro Valente, parlons du tirage au sort maintenant, parce que tout à l'heure on l'évoquait. Expliquez-nous pourquoi on dit que la voie pourrait être plus facile pour les équipes, alors tant l'Atalanta que le Paris Saint-Germain, bien sûr. Qui se réjouissent aussi de ce tirage au sort, faut pas l'oublier. Qui se réjouissent, exactement. Leipzig, Atlético qui sont d'un côté, et de l'autre côté, alors on a beaucoup d'incertitudes puisque les matchs retour des huitièmes de finale n'ont pas encore eu lieu. Disons qu'effectivement, il y a une moitié beaucoup plus costaud, on va dire. C'est des clubs historiques qui ont souvent l'habitude de jouer la finale et voire de la gagner face à des équipes il y en a 2, Atalanta et Leipzig, qui jouent pour la première fois la Ligue des Champions. On a le PSG qui est un habitué plutôt des huitièmes de finale, plus exceptionnellement des quarts de finale, et l'Atlético qui a joué 3 finales mais qui n'a jamais gagné. Et qui se retrouve du même côté, c'est-à-dire que chaque vainqueur de ces 2 matchs se retrouvera face à face pour la demi-finale. Donc ils sont dans la même moitié de tableau. L'Atlético d'ailleurs se réjouit tout autant que le PSG d'être là. Et puis de l'autre côté, vous avez non seulement des cadors qui vont avoir à s'affronter entre eux, mais qui en plus devront jouer un match supplémentaire, puisque pour eux, les huitièmes de finale ne sont pas terminés. Donc ça va être un parcours beaucoup plus compliqué. Et à la fin, on aura une finale entre une équipe quasiment de manière certaine, une équipe habituée à jouer et à gagner les finales contre une équipe qui essayera de gagner pour la première fois cette Ligue des Champions. Malgré tout, dans cette partie de tableau, Philippe, on a quand même le PSG qui est déjà allé en quart de finale, et puis on a l'Atlético qui y est déjà allé puisqu'il est allé jusqu'en finale. Oui, mais c'est vrai que c'est un peu quand même un tableau comme si Nadal, Federer et Djokovic étaient dans la même partie de tableau et passion pour le tennis se jouaient en quart et en demi-finale. Donc c'est assez étonnant, c'est assez rare. C'est un tableau superbe et anti-complotiste parfait, hein, parce que tous les gens qui déjà annonçaient oui mais vous verrez, ils vont se débrouiller. Alors là c'est l'anti-complotisme parfait puisque tous les C'était clubs, Paolo Sousa qui tous les tirait clubs, Paolo Sousa est un type noms. formidable, d'une droiture totale. Finalement c'est la finale qui sera facile. Voilà. Apparemment. Alors, avant la finale, il y a un match retour pour un huitième de finale. Que pensez, vous, de Lyon ? Lyon qui, si par hasard, il l'emportait au match retour face à la Juventus de votre cher Cristiano, se retrouverait où face à Manchester City, qui a un avantage sur le Real pour avoir gagné 2-1 au match aller ? Lyon, c'est déjà beaucoup. Ils ont fait cet exploit-là, mais je ne pense pas qu'ils vont continuer. Vous croyez à leur qualification ? Je ne crois pas à la qualification, même si la Juve a quand même pris un sérieux coup lors de la dernière journée. Mais en même temps, il faut aussi dire que cela est survenu du fait qu'il y ait eu une expulsion, un relâchement. Ça a fait de telle sorte que, à une certaine période, la Juve, qui menait 2-0, 1 minute plus tard, c'est un penalty. Puis, à 10 contre 11, ça s'est C'était Ibra en face. Oui, c'était Ibra. Mais c'était pas le grand Ibra, c'était le grand Cristiano Ronaldo. Qui, faut-il le dire, aujourd'hui, n'en déplaise au RFA, parce que le Cristiano Ronaldo est quand même dans une forme incroyable. Je le disais sur ma page Facebook aujourd'hui, Remington officiel, mais attendez, vous vous rendez quand même compte que Cristiano Ronaldo, il est à 30 buts, toutes compétitions confondues, avec le club. C'est-à-dire qu'il dépasse Messi plus Zlatan. Messi, Zlatan, ça fait 29. Pour revenir à la question. Donc, un Cristiano Ronaldo qui n'arrête plus à marquer. Je ne vois pas comment est-ce qu'il ne pourra pas marquer face à Lyon. Donc, aujourd'hui, Cristiano Ronaldo, il est sur une forme époustouflante. Lyon, moucheron, le grand vrai Lyon, Cristiano Ronaldo arrive. Philippe, ce Lyon quand même, rappelons-le, ils ont gagné 1-0 au match aller et surtout ils récupèrent des forces vives qu'ils avaient perdues, qu'ils n'avaient pas à ce moment-là, à savoir Depay et Reine Adélaïde, alors notamment, mais qui ont été récupérés grâce au temps de confinement qui leur a permis de revenir de blessures. Même si, alors on va se retrouver avec une équipe championne ou vice-championne, mais en tout cas qui aura joué la fin d'un championnat, et Lyon qui jouera une finale de Coupe de la Ligue face au PSG, ce qui est un bon entraînement peut-être. Dans les incertitudes que je citais tout à l'heure, la plus grande, c'est celle-là.
qui sera en forme? Les équipes qui n'ont pas joué, qui se sont reposées, qui, avec la méthode française, se sont préparées dans leur canapé. C'est la méthode que la France revendique depuis des années. Hein. Vous savez qu'il faut se reposer pour gagner les matchs ensuite. C'est ce qu'on nous a expliqué dans le football français. Et à l'inverse, des équipes qui ont, pour certaines, on pense à l'Italie notamment, peut-être trop joué. Parce qu'elles ont joué quand même 12 journées. Hein. Elles étaient en retard. Elles étaient très en retard. Et en plus, elles ont commencé les derniers. Ils terminent le 2 août, je crois. Ils ont commencé les derniers et ils avaient 12 journées. Ils avaient 2 ou 3 matchs de plus que les autres championnats. Donc eux, peut-être, auront trop joué et les autres, pas assez. Entre les deux, qu'est-ce que vous allez me dire? Est-ce que le PSG va être plus en forme athlétiquement que l'Atalanta, ou est-ce que la Juve va être mieux que le... J'avoue que j'ai du mal à répondre à la question. C'est très difficile. On n'a jamais vu ça. Pour Lyon, il faut regarder les verres à moitié plein quand même. Déjà, ils vont aller jouer au stade de la Juventus. Quand il est plein, c'est très difficile d'aller jouer là-bas. Là, il sera vide. Donc, c'est déjà un avantage. Ils récupèrent pas mal de joueurs qui étaient blessés. Donc, ils seront quand même un effectif beaucoup plus consistant. Donc, tout est plutôt favorable. Et d'ailleurs, ils manqueront de matchs. Hein. Oui, on a un internaute qui s'appelle Geronimo qui donne une mauvaise nouvelle à Rémi. Il dit que Lyon va aller jusqu'en demi-finale et qu'il va éliminer son idole, qu'il n'appelle plus Cristiano Ronaldo. Il l'a baptisé Cristiano Ngoni. Mais de toutes les façons, si c'était un prophète, celui-là, franchement, je dirais qu'il fasse un autre métier, parce que si on essaie de regarder, c'est vrai que Lyon ne va pas seulement jouer ces matchs que vous dites là. Lyon va organiser un mini-championnat avec... donc c'est comme ça. C'est quand même des matchs qui vont se jouer. Cela veut dire que ce ne sera pas aussi... Il n'y a pas autant d'enjeux, c'est sûr. Mais... Si on regarde les débuts, les reprises de championnat, la difficulté qu'ont eu les équipes à rentrer dans le rythme, il a fallu facile 3-4 journées avant que les matchs commencent à ressembler à quelque chose, disons-le, que ce soit la Première Ligue, que ce soit la Bundesliga, que ce soit la Serie A ou la Liga. Si on en croit ça, il va falloir vraiment que le PSG et Lyon travaillent beaucoup. Ils le font d'ailleurs parce qu'ils ont repris très tôt l'entraînement, c'est vrai. En même temps, il faut aussi ils ont pris très tôt et ils vont bosser. Mais est-ce que ça remplace la compétition? En même temps, il faut aussi se dire que peut-être que la Juve va récupérer Chiellini, qui est en train de revenir. Et certainement aussi, c'est vrai que Gonzalo Higuaín actuellement n'a pas les jambes. Peut-être qu'il aura retrouvé du rythme, sans pour autant oublier que Dybala, lui aussi, il est en train de revenir. C'est pour ça que je dis que vous trouvez des pailles, mais quand je regarde, par exemple, l'équipe véritablement de la Juve face à l'équipe de Lyon, ce serait très difficile pour que, même dans un stade vide, que Cristiano Ronaldo laisse des miettes à ce Lyon-là. Oui, n'oubliez pas, si Lyon marque un but, il faut en marquer 3. En face. Et oui, le fameux but à l'extérieur. N'oubliez pas que Cristiano Ronaldo élimine Atlético en marquant 3. Lui seul. Là, la règle du but à l'extérieur devient essentielle quand il n'y a pas de public, c'est génial. Et là, elle comptera encore, puisqu'à partir des quarts de finale, évidemment, ça ne comptera plus. Voilà pour ce qui est de ce tirage au sort, évidemment. On reviendra dans les jours prochains, puisqu'on a les dates de ces matchs, le 7 et 8 août, pour ce qui est des matchs retour qui sont encore à jouer en huitième de finale. Et ensuite, le PSG qui rentrera donc en piste dès le premier jour, c'est-à-dire le 12 août. Et quel que soit le vainqueur, quand même, rappelons-le, ce contexte inédit verra un capitaine d'une équipe championne brandir une coupe, et cette fameuse coupe aux grandes oreilles dans un stade vide, 65 000 places dans l'Estadio da Luz, inédit, on vous a dit, et c'est vrai, mais on en parlera quand même. Ça m'a toujours trotté dans la tête. Olympique de Marseille, d'abord c'est ma ville, c'est tous mes débuts, et je pense que c'est bien, quoi. Marseille, c'est toujours le club dont on rêve, c'est toujours le club où qu'on voudrait bien y mettre les pieds. Mais je pense que c'est un rêve qui peut pas trop se faire, et puis voilà, quoi. Sans doute avez-vous reconnu la voix de Zizou, mais un Zizou qui était alors très jeune, il jouait encore à Cannes. Donc c'est pour vous dire que c'était avant qu'on voit le grand Zidane et qu'on voit le champion du monde. Le champion. Très hors contexte. Oui, mais c'était amusant d'écouter ça, parce qu'on se dit peut-être que quand on a un club de cœur, dans certains pays ou continents ça existe, ça peut durer. En tout cas, des promesses. Les candidats au rachat de l'OM ne font pas dans la demi-mesure. Dans une interview exclusive au journal Le Figaro aujourd'hui,
accordé dans les salons de l'hôtel de luxe du Georges V à Paris. L'homme d'affaires franco-tunisien Mohamed Ajroudi a exposé son projet avec organigramme et nom de la banque chargée de boucler le dossier. Alors même si la porte-parole du propriétaire américain Frank McCourt dénonce une opération de déstabilisation et nie que le club soit à vendre, non, McCourt ne vend pas, eh bien l'acheteur potentiel veut apparemment faire rêver sur la Canebière, et pas seulement avec un grand attaquant, n'est-ce pas, mais en évoquant ouvertement des noms. Alors certes, on lui pose des questions et il répond, mais il dit, oui, évidemment, Zinedine Zidane ou Cristiano Ronaldo, qu'il apprécie, ça peut faire rêver. Est-ce que c'est sérieux ou est-ce qu'on a un marchand de sable? Rémi, ça vous fait déjà beaucoup rire. Vous croyez au marchand de sable? Franchement, ça c'est film de Charlot. Vous pourriez faire la même chose, peut-être, Rémi, aller dans un grand hôtel de luxe et dire je oui, veux acheter moi l'OM. également, puisque j'ai cherché à taper justement pour voir qui est ce monsieur. Sans même prendre une nuit pour aller faire des économies. Juste au bar. Encore que Jacques Kachkar, au moins, on retrouvait à peu près sa fortune. Mais c'était celui qui voulait racheter l'OM il y a une dizaine d'années. L'OM avec le chèque en blanc là, c'est-à-dire qu'avec un chèque qui venait du Cameroun. C'était un chèque qui venait du Cameroun et qui était passé par la République centrafricaine en transitant par le Tchad et finalement on n'avait pas de trace de ce chèque-là. Donc quand j'ai écouté ça, j'ai beaucoup rigolé parce que je regarde le bonhomme. Il vous dit qu'il a plutôt des associés. Il ne compte pas sur sa propre fortune. Il dit, je vais monter une opération. Donc, il va monter une opération, mais il a déjà un organigramme. Il n'a même pas consulté le vendeur. Il dit, non, moi, je vais acheter. Et quand on voit l'opération, c'est 700 millions d'euros. 700 millions d'euros. Lui-même ne pèse pas dans sa fortune. Il ne pèse pas 200 millions d'euros. Comment est-ce que vous pouvez envisager ça? Franchement, pour faire un certain nombre de choses. Et puis, il rêve de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, c'est 30 millions de salaire. Peut-être un petit peu moins avec l'âge. Mais attendez, donc à une certaine période avant de rêver, quand même, il faut voir si tu as quelque chose. Il y a un proverbe africain qui dit que on ne met pas les poissons dans un étang qui n'a pas d'eau. On dit la charrue avant les bœufs, mais ça va pas pareil. Alejandro, on a déjà rêvé à la Canebière. On avait même murmuré le nom de Maradona fut un temps. Oui, mais l'histoire de Maradona, paradoxalement, avait beaucoup de vrai. Elle était plus sérieuse. Elle était sérieuse. Maradona avait envie de venir. Il y avait beaucoup de conditions qui étaient réunies. Tapie était, à l'époque, le président de l'OM était prêt à l'accueillir. Les fonds étaient là. Et finalement, c'est la mafia napolitaine, en quelque sorte, qui a mis son veto sur cette opération. Donc là, pour une fois, on était prêt d'aboutir à quelque chose. Et là, c'était effectivement, il y avait une opportunité que Tapie avait voulu saisir. Là, on est dans une opération d'une toute autre envergure. Et c'est vrai que tout ce qu'on lit pour le moment ne nous incite pas à croire à ce projet. Même si aucun club tout club peut être potentiellement à vendre du moment qu'il est détenu par un propriétaire unique. Et on sait que d'autres clubs sont souvent visés par des acheteurs. Philippe Doucet, Alejandro Valente nous parle de la mafia napolitaine. On a l'impression qu'à Marseille, c'est un peu du même acabit parce que Mourad Boudjelal, qui est donc l'ancien président du club de rugby de Toulon, a expliqué ce matin à des confrères sur RMC que Adjouri avait fait l'objet d'un chantage, de menaces aussi, qu'on a divulgué les numéros de téléphone de sa femme, notamment dans les réseaux sociaux. Est-ce qu'il peut y avoir aussi des pressions de cet ordre? Et puis surtout, on a l'interview de André Villas-Boas dans l'équipe aujourd'hui qui explique pourquoi il est resté dans ce club et notamment parce qu'il a eu des assurances de la part du propriétaire américain. C'est-à-dire qu'il n'a peut-être pas tout de suite envie de partir. Oui, je ne pense pas. Et je ne pense pas. Enfin, quant à savoir si la question est est-ce que McCourt peut partir, moi je pense qu'il peut partir à tout moment. Depuis le début, je pense que les acheteurs américains, que ce soit ceux de Marseille, de Bordeaux ou d'autres clubs en Angleterre ou autres, ce qui intéresse les Américains, c'est le prix de sortie. Les Glazers ont été moqués quand ils ont acheté Manchester United parce qu'ils avaient mis une fortune. Je crois que c'était 880 millions de livres, me semble-t-il, de mémoire. Je me trompe peut-être de monnaie et de 50 millions et de monnaie peut-être. Mais globalement, c'était un prix de ce genre-là. Et tout le monde les moquait en disant « Mais comment un jour peuvent-ils imaginer rationaliser un tel investissement ?» Aujourd'hui, Manchester United est estimé entre 3 et 4 milliards. Donc aujourd'hui, tous les Américains qui viennent en Europe se disent « Mais
C'est génial faire ce pareil. football. Alors, la NBA, tout ça, c'est hyper contrôlé. On achète un prix, on vend un autre, c'est hyper contrôlé. On peut pas faire de. Et là, on peut faire des bénéfices extraordinaires. On peut acheter un joueur 5 millions, le revendre 40 millions, prendre un club 100 millions, on le revend 1 milliard. Et ça fait rêver des acheteurs américains, etc. Et donc, ils fantasment. Donc, de ce point de vue-là, je pense que McCourt est vendeur depuis le premier jour. C'est-à-dire, il a acheté l'OM. Et il vendra un jour. Et il le vendra, il aurait pu le vendre déjà, et il le vendra peut-être demain. Ça j'en suis persuadé. Par contre, si c'est à M. Adjouri et les gens qui le représentent, ce serait un crime contre l'humanité. Je pense que ce genre de personnage, faire des phrases comme ça, c'est un crime contre le football. Pas contre l'humanité, je retire. Mais c'est un crime contre le football. Ce sont des gens qui devraient, sur la simple déclaration qu'il a faite, être radiés à vie du football. Parce que Il n'y est pas encore rentré. C'est foutre en l'air ce que tous les gens dans le monde entier construisent pas à pas pour le football amateur, le football professionnel, qui construisent des projets, etc. Et il y a des gens qui arrivent et qui racontent des fadaises pareilles sans avoir le début. Oui. Évidemment, jamais il a parlé à Ronaldo ni à Zidane, et il parle de ces deux personnes-là pour... Non mais c'est grotesque, c'est pitoyable. Le pire, c'est que quand on regarde même son passé, il a essayé de transiter par le handball, et puis il a pris 2 petites équipes de quartier là en Tunisie qui ne marchent pas. Non, donc, il est de Gabès, du sud de la Tunisie. Voilà. Il a pris le stade gabésien à un moment. Il en a fait un club de D2. Il était en D1 au départ. Il en a fait un club de D2. Voilà, et il est parti. Et il s'est carapaté discrètement en laissant des casseroles derrière lui. Voilà, c'est ça que je voulais raconter. Après, moi, si ce personnage-là a des gens derrière qui mettent des centaines de millions, je dis bravo, bien joué. Mais au moins, peut-être un tout petit peu de modestie dans les paroles, ça ferait beaucoup de bien. On verra et ça. Ça abîmerait moins le foot. On suivra ça avec attention à Radio Foot International, voir si l'OM pouvait devenir la capitale de la Méditerranée. Non, de la Méditerranée. Ah bon. Et notamment au foot. D'autres villes qui ont la même ambition. Allez, on prend une tangente, on va vers l'hémisphère sud. Muito orgulho de ser Botafogo. Put fire. Bem-vindo, Salomon Kalou. À 34 ans, l'international ivoirien aux 97 sélections se lance donc dans une nouvelle aventure. Et cette fois, c'est au Brésil. Son contrat avec le Hertha Berlin s'est terminé après 7 saisons dans la capitale allemande. Lui qui est passé aussi par les Pays-Bas, l'Angleterre, Lille. Il jouera donc dans le club historique de Rio qui a vu dans ses rangs Didi, Zagallo, Bebeto, Tullio et surtout l'incomparable Garrincha. Kalou, formé à l'ASEC Mimosa, est attendu d'ailleurs les 23 et 24 juillet. Je me souviens qu'on en avait parlé dans Radio Foot, Rémi. D'abord, il va devoir apprendre les gestes barrières, n'est-ce pas ? Parce que là-bas, le virus est encore très sévère, le coronavirus. Et on sait que c'est une des raisons pour lesquelles, sans doute, son contrat n'a pas été renouvelé du côté de Berlin. Autant je l'avais défendu par rapport à cette situation que justement, il n'avait pas ce réflexe. Et autant je suis donc surpris que ce monsieur, il est inconscient. Vous ne pouvez pas aller actuellement dans un pays où il y a 1 600 000 cas de coronavirus testés. Là, il y a par exemple 65 millions de décès. 69 000 même, 69 millions de décès. Et c'est 69 000. Et 69 000 de décès, excusez-moi. Et puis, il se lance dans cette aventure-là. J'ai dit, mais bon Dieu. Mais ce gars, finalement, qu'est-ce qu'il veut ? À une certaine période quand même, je me suis souvent dit, est-ce qu'il ne peut pas regarder si les autres avaient déjà réussi ? Encore dernièrement, nous étions là pour le cas Adebayor. Adebayor, à peine, il est parti au Paraguay, il a été accueilli comme une pop star, une méga star, une rock star, voulais-je dire. Mais il y a eu le virus aussi, Rémi. Voilà, il y a eu le virus, il n'a même plus voulu repartir. Donc le contrat a été annulé. Maintenant, il s'en va quand même en se disant que est-ce qu'il a une famille en courant un tel risque ? Je me dis quand même, il faut que les footballeurs africains apprennent aussi à rentrer chez eux. C'est-à-dire que vous avez Aristide Bansé qui est reparti, par exemple, ne serait-ce qu'au niveau de la Côte d'Ivoire pour essayer de jouer. Alors, comment est-ce que Kalou, qui voulait déjà être le néerlandais à une certaine période, ne peut pas rentrer chez lui
au niveau de la Côte d'Ivoire pour pouvoir jouer. Mais non, il y a quand même des choses qu'il ne faut jamais oublier. Il faut toujours que le papillon se rappelle qu'il était d'abord chenille. Alejandro, il y a quand même une explication. Rémi faisait allusion à la famille. Alors certes, sa femme est enceinte pour l'instant et elle est toujours en Allemagne, mais surtout, en fait, sa femme, voilà, elle est brésilienne. Et sans doute, ce n'est pas étranger à cette décision de partir là-bas. Après, on se souvient de Sidorf, marié aussi à une brésilienne et qui a fait les belles heures de Botafogo il y a quelques années. Absolument. Après, c'est un peu le timing qui interpelle un petit peu parce que c'est vrai que c'est pas le moment le plus propice pour aller s'installer au Brésil, mais bon, j'imagine que... Il y a aussi des indécisions finalement sur la date de début de ce championnat. On parle du 9 août, mais il y a une bagarre avec les clubs de São Paulo. Voilà, il y a eu le championnat de Rio qui vient de s'achever. D'ailleurs, Botafogo a été éliminé en demi-finale. Est en train de finir, oui. Il y a celui de São Paulo qui doit démarrer pour se terminer avant le début théorique du championnat brésilien qui est fixé au 9 août. Donc tout ça est très, très incertain. Après, on sent que dans cette opération, il y a beaucoup de calculs économiques ou voire d'opportunisme de part et d'autre. Botafogo n'a pas beaucoup de stars, mais il en a une, c'est Honda, le fameux joueur japonais qui est allé finir sa carrière là-bas, qui joue régulièrement. Enfin, Botafogo a terminé 15e du championnat l'année dernière. Et après, ils sont Botafogo, à la peine, c'est une équipe qui, depuis longtemps, n'est pas montée au palmarès. Je crois que son dernier championnat brésilien remonte à 25 ans en arrière. Donc, c'est quand même une équipe qui est en perte de vitesse. Mais Kalou va s'insérer là-dedans. On se demande bien qu'est-ce qu'il va apporter sportivement dans un pays qui, quand même, produit en général des bons footballeurs. C'est probablement une opération qui permet au club de se donner une image sur le plan international et attirer des sponsors. Philippe, est-ce qu'on se souvient que Botafogo, le même club l'année dernière, au mois de septembre, rêvait de recruter Yaya Touré? Il y a eu aussi des bailleurs, donc une aventure qui a tourné court, mais ça c'est à cause du virus au Paraguay. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a un nouveau débouché, une nouvelle aventure, une nouvelle filière vers l'Amérique du Sud? Alors d'abord, globalement, le monde aujourd'hui est beaucoup plus ouvert. On voit des joueurs partir... au Mexique, on pense à Gignac par exemple. Au Mexique, on parle de la Chine, on parle de tous ces pays-là. Et ce qui est nouveau quand même, c'est qu'à un moment, c'était que des joueurs de 35 ans qui allaient finir tranquillement et ils arrêtaient après, derrière, etc. Alors qu'on a vu, même un Gervinho, on a vu partir en Chine et pas du tout. Il est revenu en Italie, il repartira peut-être encore ailleurs. Etc. Donc il y a quand même une internationalisation du marché du foot qui fait que les clubs brésiliens qui ont quand même, bon, en ce moment c'est un peu la crise, mais il y a un an ou deux, on sentait des clubs commençaient à avoir des capacités. J'ai un an ou deux, j'exagère peut-être 3 ou 4 années. Oui, avant la crise économique. Sont montés un peu dans plus, les années un peu plus, ouais. 2000-2010. Ouais. Et on voyait quand même la capacité de ces clubs pour attirer des joueurs qui pouvaient devenir intéressantes. Maintenant, là, je pense que le cas de Kalou est un peu différent, la situation personnelle, aussi, évidemment. Et puis, on ne peut pas empêcher un garçon comme lui, qui en est à son 6e pays, je crois, d'avoir envie de découvrir autre chose, de se dire qu'il ne faut pas être toujours... 6e pays ou 7e club? Je crois 6e pays, mais je me trompe peut-être, mais il me semble que c'est le 6e pays où il joue. Il va évoluer. Et du coup, je pense qu'il va... Je pense qu'il a... On ne peut pas lui empêcher d'être optimiste et de se dire que la crise va passer. Et puis, de toute façon, aujourd'hui, en Europe, c'est fabuleux de jouer en Europe en ce moment à huis clos. Pas sûr. Mais de toute façon, ça sera à huis clos aussi pour l'instant là-bas. Oui, quand ça redémarrera aussi. Mais peut-être que ce sera aussi mieux dans quelques mois. Bon, voilà, on ne peut pas l'empêcher. Et puis, on ne peut pas l'empêcher de se dire, si ça joue pas, ça joue pas. S'il y a un vrai problème qui continue, il ne jouera pas. Et puis voilà. On l'a vu avec Adebayor. Il n'a pas hésité à quitter le Paraguay. Et ça s'est terminé. Pour le confinement. Je pense que tous les championnats qui vont s'arrêter. Quelques réactions, oui, en général assez négatives. Contre nous? Beaucoup lui donnent... Non, envers Kalou, non. Tout le monde adore le studio. Tout le monde est impressionné par ce studio. On reviendra alors. Après, il y en a qui donnent un carton jaune qui vire en rouge pour Kalou. Ils ne comprennent pas les décisions. Et certains se demandent pourquoi il ne rentre pas en Afrique, puisqu'il a envie de changer d'air. Ils sont d'accord avec Rémi, mais ça, c'est pas étonnant. Des clubs comme tout-puissant Mazembe, franchement, c'est des clubs qui peuvent avoir des joueurs africains de cette envergure. Allez, on termine avec, justement, puisque les auditeurs mettent déjà, eux, des cartons, et bien nous, on va mettre les nôtres. Carton jaune! Un carton jaune.
Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Allez, à vous, Rémi. Quelle couleur? Allez, du rouge, j'en suis sûr. Non, Non oui, j'aurais pu donner un rouge là, oui, aux dirigeants du football burkinabé, mais malheureusement, la personne qui m'a envoyé ce carton-là en disant qu'il y avait quand même des arriérés de salaire de 4-5 mois pour des clubs, pour certains clubs qui étaient d'ailleurs les 2 meilleurs là-bas, mais malheureusement, je ne retrouve pas son nom ici, mais je profite pour donc donner un carton vert. Deuxième carton, alors. Un jeune à Moussa Jouara qui est à Bologne et bien sûr qui est parti comme tous les migrants. Il a eu à traverser bien sûr la mer par un bateau pneumatique. Il a failli mourir. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il a réussi en Italie alors qu'il était un petit sans-papier de rien du tout. C'est un Et Gambien, finalement, il est devenu, surtout qu'il a marqué un but de là à 19 ans. Il est devenu l'étoile de son village, l'étoile de l'Afrique, l'étoile des migrants. Comme le dit un proverbe africain, le soleil n'oublie jamais, même un petit village. Donc un joueur venu de Gambie, où on nous écoute, j'espère, aujourd'hui. Philippe Doucet? Bon, juste pour faire râler Rémi, un carton vert à l'amitié franco-argentine, puisque d'une talonnade à l'autre, Griezmann et Messi démontrent à tous les psychologues à 2 balles qui se succèdent sur les plateaux, sur les réseaux sociaux et autres, qui nous expliquent que Messi déteste Griezmann et que ça se voit. Et que voilà, en deux actions, ils ont juste montré que évidemment, comme tous les footballeurs, ils sont capables de jouer ensemble et que notamment entre bons footballeurs, évidemment, ils sont capables de jouer ensemble. Oui, ils sont capables de jouer un match ensemble. Rémi, on ne surenchérit pas. Alejandro, votre carton. Un carton vert franco-argentin aussi, comme Philippe. Pour Moi, j'ai un Carlos. carton vert argentin, décidément. Pour Carlos Bianchi, dont le nom va désormais être installé en haut du stade de Bezane, qui est un stade tout près de Reims, là où il a dans la brillé périphérie de Reims. Comme goleador. Là où, évidemment, Carlos Bianchi a commencé en France et a brillé lorsqu'il était du stade de Reims. Absolument. Si on peut donner vraiment la parole à nos auditeurs, beaucoup donnent un carton vert à Manchester United et à Bruno Fernandes qui font une fin de saison extraordinaire. Et d'ailleurs, on n'en a pas parlé, il y a eu le tirage de la Ligue Europa, mais c'est très compliqué parce que les 8e de finale, ni aller ni retour n'ont eu lieu. Mais, il y a eu des matchs à de jouer, donc c'est encore plus compliqué que ça. En plus. Donc ça va démarrer. Mais ça Manchester, démarre effectivement, tout d'un coup, peut apparaître comme une des équipes favoris, eux qui ont déjà gagné, on se souvient, ce trophée, alors avec Mourinho à leur tête. Le carton vert donc de Radio Foot International est un joueur argentin qui a du cœur à l'ouvrage, c'est Lucas Ocampos, l'ancien Marseillais, surtout l'actuel buteur du FC Séville, avec 14 buts cette saison, toutes compétitions confondues. Pourquoi à Lucas Ocampos? Parce qu'il s'est transformé en gardien de but. C'était face à Eibar cette semaine. Il a remplacé le titulaire. Après avoir marqué, en plus, c'est ça qui est marrant. Alors non seulement il a marqué, mais en plus il s'habille en gardien, il met les gants. Et là, il arrête, donc il remplace Thomas Vaclik qui s'était blessé. Et dans le temps additionnel, il arrête un ballon, c'est-à-dire il a presque marqué 2 buts. Il a sauvé la victoire de cette équipe de Séville qui, du coup, a de grandes chances de terminer et de jouer la Ligue des Champions. L'année prochaine. Marseille va le recruter. Marseille qui l'avait vendu, qui s'en était presque. C'est peut-être le rêve de monsieur Ajroudi. On ne sait pas. C'est la fin de ce Radio Foot International. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à David Finzel qui m'a aidé à préparer l'émission aujourd'hui. Nous étions aidés de Saralou Bakouche aujourd'hui encore. Et puis, évidemment, Laurent Salerno, le maestro, qui était là avec aussi à la réalisation vidéo aujourd'hui, Romain et Léo. Merci à tous de nous suivre. La semaine prochaine, vous aurez d'autres personnes au micro. C'est un peu le temps des vacances pour une partie de l'équipe de Radio Foot International. Mais non, mais je suis là. Moi, je suis là. Mais tout le monde sera là pratiquement. Et on vous retrouvera au début du mois d'août, justement pour parler de la Ligue des Champions. Merci à tous, bon week-end et à très vite.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.